Bonjour à tous, désolé de ce petit retard pour commencer ce matin. Nous sommes maintenant prêts, fin prêt. Bienvenue à la série des webinaires du GPE. Je me présente, Monsieur Cameron. Je suis chargé du grand sujet de l'éducation. Je suis au secrétariat à Washington avec mes collègues du GPE au webinaire. J'ai également une tribune d'experts en ligne et que je vous présenterai dans quelques instants. Les webinaires du GPE ont commencé en 2016. Ils font partie de l'échange de connaissances pour répondre à la demande des pays pour des échanges de connaissances, de meilleures pratiques, pour informer les politiques et les pratiques. Les praticiens des webinaires donnent la possibilité de continuer des échanges de connaissances entre les pays partenaires, renforcer les objectifs nationaux du GPE. Ce webinaire fait partie d'une série axée sur les données utilisées sur les groupes marginalisés de l'éducation. La série, par exemple, porte sur l'identification des handicaps, les environnements de l'apprentissage, le rôle des communautés dans ces initiatives et l'utilisation de nouvelles technologies pour recueillir des données. Notre objectif est donc de regrouper nos partenaires et améliorer les partenariats sur de nouvelles idées. Avant de commencer, je vais maintenant attirer votre attention sur quelques questions de tendance. Si vous avez des questions pour vous mettre en relation avec nous, envoyez-nous un mail. Nous aurons des questions-réponses après les exposés. N'hésitez pas à envoyer vos questions pendant tout le webinaire par le chat ou par mail, encore une fois, pour le GPE. Nous essaierons de répondre à autant de questions que faire se peut. Dites-nous quel est votre nom, votre organisation, le nom de l'intervenant auquel vous adressez votre question. Nous sommes également enregistrés. Nous vous enverrons ces ressources associées au webinaire et un lien pour cet enregistrement. Nous avons des sous-titres en anglais pour la séance et vous devriez voir le lien et vous verrez donc les sous-titres en direct qui vous ont été indiqués. Le lien a été indiqué dans votre invitation. La séance d'aujourd'hui est l'utilisation des données sur Girls Education Challenge pour comprendre donc les handicaps et les programmes pour les filles. La difficulté pour l'éducation, donc Girls Education Challenge est un programme britannique et ce pour les garçons et les filles marginalisés. C'est le recueil de données pour les évaluations, mais également nous donner des aperçus sur l'accès de l'éducation et les inégalités. Le projet recueille des informations sur l'accès à l'éducation, sur l'apprentissage des enfants qui ont en particulier des handicaps, et nous parlerons de l'importance de données désagrégées, décomposées pour les filles et comment se servir de ces données pour inclure les filles dans les projets, par exemple, au Kenya et au Zimbabwe. C'est un sujet qui est très intéressant pour le GPE. Comme nous vous l'avons dit dans la séance précédente, c'est-à-dire inclusion et équité, c'est là au cœur de notre vision pour une éducation de qualité et pour des opportunités d'apprentissage pour tous. Le GPE appuie également les programmes pour les enfants handicapés. La plupart des pays sont signataires de ces programmes et le gouvernement doit s'assurer que les enfants handicapés ne sont pas exclus de l'éducation générale et peuvent avoir accès à une éducation secondaire et primaire sur un pied d'égalité dans les communautés où ils se trouvent. Et nous avons un sommet en 2018 sur les enfants handicapés. Nous avons donc signé cet accord en partenariat avec l'UNESCO pour les données. Je vais vous présenter maintenant nos différents intervenants. Tout d'abord, le fondateur et le PDG de Live Africa, et qui est au conseil de plusieurs organisations et qui est également le président
du réseau des OSC Santé et d'une société de technologie. Et le développement est sa passion, des programmes pour la gouvernance ainsi que le renforcement institutionnel. Et ce, depuis 20 ans, il est l'auteur d'une organisation de responsabilisation des dirigeants et donc l'engagement des citoyens. Il a une passion pour la planification stratégique et a développé des plans stratégiques en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Lorraine Wapling est professeure. Au départ, 20 ans d'expérience, a travaillé dans le développement et tout particulièrement pour le développement et les handicaps. Madame a dirigé différents programmes, notamment Girls Education Challenge. Elle a entrepris des missions pour de nombreuses agences internationales et organisations non gouvernementales, le DFID, l'ONU, l'Union européenne, et tout particulièrement en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. Bousso Djama est un professionnel de 16 ans d'expérience dans l'assistance humanitaire, en Grande-Bretagne, Afrique, Asie, expérience profonde sur la planification, la recherche, la gestion, le suivi, l'évaluation et la mesure des impacts. Il travaille à titre de conseiller principal sur la conception des mesures pour différents programmes multisectoriels et il travaille pour le programme de transition au Zimbabwe financé par le DFID. Teresa de Souza, 20 ans d'expérience en Afrique, en Amérique latine, directeur de programme et représentant de programme, réflexion stratégique pour le développement de stratégies pour la gestion et la prospective, et ce pour la durabilité à long terme. Elle travaille pour World Vision en Grande-Bretagne, en particulier sur l'éducation, la transition, programme de 4 ans. Frédéric Hager est directeur de l'éducation au ministère de l'Éducation, chargé du comité de la revue des besoins spéciaux et de la politique en la matière en 2009, ce qui a amené à une nouvelle politique pour les handicapés. Expérience des cursus, directeur de l'éducation, plusieurs rôles de direction, et ce depuis 23 ans, y compris les programmes pour les handicaps à l'Union africaine notamment. Daniel Mons, coprésident du Centre pour la politique expert des handicaps internationaux, économiste senior à la banque. Il a également été chargé du groupe de travail pour les statistiques sur les handicaps et il a travaillé à plusieurs groupes de travail. Il est également chargé de l'évaluation du développement dans les handicaps. Il a travaillé pour l'UNICEF, l'UNESCAP et le DFID, de FAP, conseiller sur la politique et leur mise en œuvre. Ian Hadfield, conseiller en Asie de l'Est, il a travaillé avec le DFID depuis 12 ans à divers rôles et a mené différents travaux de politique un peu partout dans le monde, Nigeria et autres. Le travail d'éducation inclusive, il a travaillé au sommet, coordonné les engagements du secteur privé notamment, et ce, dans son travail le plus important. Il fait de la conception des systèmes d'éducation, de l'évaluation notamment. Et maintenant, je passerai la parole à Lorraine Wapling, qui va nous faire le premier exposé. Lorraine, vous avez la parole. Très bien, merci. Très bien. Bonjour à tous, bon après-midi tout du moins. Merci
tout d'abord au GPE de nous avoir proposé cette plateforme et j'accueille tous mes collègues du GPE. Ma tâche est de vous donner des informations d'ensemble sur ce que nous avons fait au niveau des données ventilées par handicap et programmes d'éducation. Et vous verrez que mes collègues ont des études de cas extrêmement intéressantes pour développer ces données. Diapositive suivante, je vous prie. Diapositive suivante. Voilà. Diapositive suivante encore. Désolé. Revenons à la troisième planche, je vous prie. Voilà, merci. Il y a une différence entre le webinaire et il y a un délai entre ma personne et l'exposé. Eh bien, voilà. Le GEC a été lancé en 2012, 12 ans d'engagement. Nous voulons atteindre les filles les plus marginalisées du monde afin de transformer leur vie grâce à une éducation de qualité et des opportunités d'apprentissage. Diapositive suivante. À l'heure actuelle, vous voyez que nous avons des projets dans 17 pays, c'est-à-dire des projets qui sont des transitions GC, c'est-à-dire le nom qu'on leur a donné au départ, c'est-à-dire faire progresser les filles dans l'éducation pour les appuyer. Donc c'est une transition. Et ensuite, nous avons un nouveau guichet de financement pour ne laisser aucune fille à la traîne. Nous avons 41 projets dans 17 pays, comme vous le voyez. À l'évidence, cela signifie qu'il y a des opportunités profondes pour recueillir des données. Diapositive suivante. Que faire de ces données? Comment se fait cette ventilation des données pour stimuler l'innovation? Diapositive suivante. Pour le handicap lui-même, c'est un problème quand on parle de la programmation. En fait, ce que nous savons, c'est qu'il y a une absence de données sur les handicapés. Cette absence de données mène à l'invisibilité des personnes handicapées dans les données existantes et les programmes. Du point de vue des droits, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience accrue, mais c'est encore mal compris dans les activités principales de développement. Il y a tendance à penser que les handicaps doivent exiger une éducation spécialisée, ce qui n'est pas vrai, et les handicaps sont souvent considérés comme étant homogènes, c'est-à-dire que les enfants et les adultes handicapés ont la même expérience, sans vraiment comprendre qu'il y a un carrefour du handicap sur la vie et l'existence des adultes et des enfants. Donc nous avons en fait un déficit de connaissances car il y a trop peu d'expériences documentées quant au handicap. Et le résultat étant qu'il y a une sous-estimation de l'impact du handicap sur les résultats en matière de développement à tous les niveaux. Diapositive suivante. Alors, pour vous donner un contexte pour la ventilation des données, dès le départ, depuis le programme de transition, nous avons défini le handicap en utilisant l'approche fondée sur les droits applicables à tous les projets. Et donc, c'est pour toutes les transitions, tous les programmes du GEC. C'était donc manifeste dès le départ que nous définissons les handicaps
pour qu'il n'y ait pas une définition qui soit inventée du handicap. Et deuxièmement, c'est important pour ce séminaire, c'est que nous avons demandé à tous les projets du GEC de recueillir des données de prévalence du handicap à partir des enquêtes auprès des ménages pour se servir des questions du groupe de Washington dans ces questions, et on recueille ces informations à partir de ces données. La transition, donc, pour les programmes de transition, nous avons demandé de se servir d'un petit groupe de questions, mais pour ne pas laisser les filles à la traîne, donc le programme LNGB, nous servons des éléments de fonctionnement. Ça, c'est plus détaillé, tout particulièrement pour les filles qui sont les plus jeunes et handicapées. Les données sur le handicap sont ensuite ventilées par domaine de fonctionnement pour chaque projet et par niveau de difficulté à chaque point de collecte de données. Ce qui fait que nous avons un ensemble de données sur la prévalence des handicaps, sur le fonctionnement, sur les différents niveaux de difficulté, et ce pour tous les projets qui sont couverts par le GEC. Et enfin, j'ajouterai ce que nous avons fait, c'est que nous sommes assurés de fournir une assistance technique pour les équipes d'évaluation et également de programmes, et ce grâce à des webinaires, des orientations personnelles et individuelles. Ça, c'est très important, et également par des documents écrits. Ce que nous avons vu, quant aux informations que nous avons reçues jusqu'à présent pour les projets de transition du GEC, et donc c'est ceux qui sont à l'origine de nos programmes, nous avons analysé les données de référence et nous avons vu, ce qui est très intéressant, c'est que 8,9% de prévalence en se servant des premières données pour le handicap. Et ça, c'était une conclusion très intéressante, une constatation très intéressante. Et plus profondément, le taux de prévalence le plus courant signalé par les projets individuels était de 1 à 3%. Qu'est-ce que cela veut dire? Certains de nos projets ont visé, bien sûr, des filles handicapées, principalement la majorité des filles handicapées, et donc nous sommes allés au taux de prévalence. Si l'on prenons tous ces projets, en regardant le modèle, le taux d'handicap, c'était de 1 à 3%, ce qui est relativement correct comme résultat. Et c'est une conclusion très intéressante et importante, car la plupart de ces projets GECT ne visaient pas forcément les filles handicapées. Donc, si vous voulez, ceci a été une découverte pour la plupart des projets. Sur ce graphique, vous voyez qu'il y a une liste, une autre dimension des données que nous analysons. Que se passe-t-il si on passe donc de la référence standard, c'est-à-dire la difficulté, le niveau de difficulté, grande difficulté ou quelques difficultés, et vous voyez que vous avez un taux de prévalence beaucoup plus important. Ça, c'est très intéressant, tout particulièrement en termes d'éducation, car même avec quelques difficultés, certaines des filles à l'école doivent surmonter d'autres obstacles. Donc, il va falloir qu'on étudie la question plus avant. Alors, quel est l'impact des données sur le handicap en termes de programmation? Et ça a été tout à fait remarquable que c'était passé, et ceci a stimulé et amené un niveau d'engagement des projets très profonds. Et comment faire pour s'assurer que les filles handicapées sont en mesure de participer? Nous avons fourni des conseils, un appui au projet, alors qu'ils étudiaient différents concepts sur l'accessibilité, l'inclusion, et mes collègues en parleront en plus de détails, bien entendu, et aussi
des débats ont été lancés sur l'appui spécifique à apporter et les obstacles. Ça a été très intéressant. Là encore, diapositive suivante. Les stratégies communes en matière de programme que nous avons utilisées par projet, comme vous voyez, toute une gamme, c'est-à-dire prise de conscience communautaire, formation pour les partenaires sur l'inclusion des handicaps, travail à la formation des enseignants, les pratiques d'inclusion et ce lien avec les organisations communautaires. D'autres ont été en mesure de modifier les infrastructures physiques pour l'inclusion. D'autres ont recherché un appui pour les enseignants. D'autres ont visé encore un appui pour des filles handicapées particulières. Un grand nombre se sont penchés sur les systèmes de suivi et ont incorporé davantage de questions sur le handicap dans leur système de suivi, ce qui est extrêmement intéressant étant donné le manque d'éléments probants. Et d'autres ont procédé à une approche beaucoup plus sociale. Voici les questions émergentes et leurs modifications. Au départ, alors que les projets ont commencé sur le handicap et pour la ventilation des données et quelles sont les implications pour leur partage, nous avons posé des questions fondamentales. Certains projets ont défini le handicap selon leur point de vue. On leur a demandé de rectifier les questions en se servant donc des questions de Washington. Donc il y a eu des différences pour les taux de prévalence, ce qui a été noté. D'autres questions à savoir si les questions du groupe de Washington étaient un diagnostic des handicaps, ce qui veut dire que les filles étaient victimes de stigmatisation et de discrimination. Donc, pour ces questions, nous avons tenté de résoudre la difficulté de ces questions en se servant du groupe de Washington. Nous avons pris des questions où certains projets avaient leur propre définition du handicap et nous avons déclaré vous pouvez conserver vos définitions pour votre projet, pour la mise en œuvre, mais pour le taux de prévalence et pour le suivi, il va vous falloir prendre les définitions du groupe de Washington, car ce sont les informations dont nous avons besoin. Donc certains projets ont conservé les deux définitions en parallèle, ce qui est intéressant. Il n'y a pas eu de problème particulier à cet effet. Et nous avons été tout à fait clairs en soulignant que lorsqu'il y a différents points de convergence entre projets et programmes, que le groupe de Washington donne tout simplement leur taux de prévalence, mais dans ce cadre-là, ne diagnostique pas le handicap. Donc il convient de mieux comprendre le handicap et les filles handicapées dans les cohortes d'enfants. Et nous les avons encouragés à élaborer des questionnaires et toutes sortes de modalités, de mécanismes de suivi pour vraiment bien comprendre les obstacles auxquels font face les filles handicapées quant à l'accès qui est fourni d'ores et déjà à l'éducation. Un certain nombre de craintes au départ existaient. Par exemple, nous n'avons pas suffisamment de fonds pour intervention médicale et par rapport aux handicaps surtout. Et donc nous avons eu beaucoup de discussions et de webinaires à ce propos pour savoir comment nous pourrions nous servir de programmes de mentorat pour recueillir des données et ensuite mieux faire comprendre aux uns et aux autres comment rendre les activités existantes plus accessibles aux filles handicapées. Mes collègues y feront allusion. Alors le chiffre, nous avons élaboré ce processus maintenant avec des problématiques qui sont plus nuancées et qui émergent maintenant. Donc des problématiques plus nuancées qui surviennent, où nous nous rendons compte que le système, par exemple les parents et les élèves et les filles qui ont des handicaps, qui ont des demandes plus importantes, et donc les projets eux-mêmes, nous n'avons pas forcément des projets que nous avons encouragés, mais nous avons encouragé les personnes de se tourner vers les services idoines pour les filles avec handicap afin que celles-ci puissent avoir accès à des technologies
des modalités d'assistance par la technologie et surtout qu'il y ait une certaine demande pour ce genre d'offres. Ensuite, établir des repères et des mises à l'essai adéquates pour les enfants handicapés et sans handicap, et lié de très près au fait de se doter de systèmes où nous ventilons par handicap précis pour savoir si oui ou non les essais et les tests sont équitables et justes. Et des discussions très intéressantes ont eu lieu sur ces questions et sur les progrès enregistrés, parce qu'un certain nombre d'aucuns avaient examiné les résultats d'apprentissage des filles avec handicap dans ce contexte, mais auparavant nous n'avions pas vraiment de cadre de référence, de mesure de référence sur ce qui constituerait éventuellement un niveau de progrès raisonnable ou de réussite raisonnable. Donc mieux préciser ce que nous disent ces données, justement, avoir une meilleure idée sur ce qui se passe aussi pour les filles qui ont des handicaps assez graves, plus graves. Donc en examinant les données de prévalence, il nous est possible de voir si il y a effectivement moins de filles qui aient des handicaps très graves dans les cohortes, mais non pas qu'elles n'existent pas, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles ne sont pas scolarisées non plus. Mais que se passe-t-il justement avec des filles qui ont des handicaps plus graves? Est-ce que celles-ci se voient écartées ou sont-elles transférées vers d'autres systèmes d'éducation et pédagogique? Donc c'est ce que nous essayons de regarder de plus près pour nous faire une meilleure idée. Il y a également un grand point d'interrogation à savoir comment appuyer les personnes avec handicap avec des handicaps plus graves et significatifs dans des populations scolaires importantes, donc un grand nombre d'enfants dans certaines écoles, dans les salles de classe, comment appuyer ces cohortes de filles mieux dans celles qui ont des handicaps. Est-ce que je peux vous interrompre, Lorraine, brièvement? Désolée de vous interrompre. On vient les interprètes demandent aux intervenants de ralentir le rythme, parce qu'il est vraiment difficile de suivre la cadence. En effet, les exposés sont lus très très vite. Merci. Oui. Alors, pour ce qui est de la LNGB, donc Leave No Girl Behind, ne laisser aucune fille à la traîne, très récemment, nous avons commencé à nous servir de questionnaires plus détaillés. Et par exemple, on a constaté des chiffres assez intéressants. Donc davantage de filles qui avaient des handicaps mentaux, de santé mentale, ce qui commençait à nous mener dans des conversations assez intéressantes. Je m'en tiens là, à ces propos. Et je crois qu'il y aura sans doute des opportunités pour poser des questions plus tard et fournir des réponses aussi. J'espère que je vous ai quand même donné une idée de ce que nous faisons avec les collègues, afin d'avoir une discussion beaucoup plus approfondie sur les différentes incidences et implications pour les agents de projet et directeurs de projet dans la ventilation des données par rapport au handicap. Merci beaucoup, Lorraine. Voilà qui est un excellent début à cette session et qui nous permet de bien lancer le débat. Je vais à présent donner la parole à Mbosso pour l'exposé de Mbosso Jamin. Alors vous avez sans doute toujours en sourdine. Ah désolé, voilà, voilà, nous vous entendons maintenant. C'est bien. Merci. Merci beaucoup de participer et de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je vais partager avec vous une étude de cas dans le cadre d'un des projets GEC menés au Zimbabwe. Il s'agit du projet IGA et comment nous nous sommes servis de données sur les handicaps afin d'adapter mieux le programme dans un contexte qui est celui du Zimbabwe. Cliché suivant. Ce cliché-ci vous donne un contexte, dresse un peu le tableau et vous donne une idée des échelles aussi. Donc nous sommes en train d'améliorer les attitudes dans le cadre de ce programme IGAT. Nous avons commencé en 2017. Les améliorations des attitudes par rapport au genre
Et donc, nous travaillons dans un certain nombre d'écoles. Il y a un mélange d'écoles primaires et secondaires. Et depuis 2013, nous avons donc entamé ce programme dans diverses écoles. Cela fait partie d'une étude expérimentale où nous faisons un suivi de quelques 37 écoles privées et à peu près le même nombre d'écoles publiques pour avoir une comparaison adéquate. En tant que théorie du changement, il y a 3 résultats qui nous intéressent: transition, apprentissage et soutenabilité ou durabilité, pérennité. Par rapport au contexte dans lequel nous évoluons, justement, là, un projet de filles typique au Zimbabwe serait un projet où il y a une fille sur 2 qui va sans doute aller au lit le ventre vide, ayant faim, donc une sur 2. Et outre ces barrières auxquelles nous faisons face, à savoir la pauvreté, la faim, il y a aussi des filles qui ont des handicaps, des filles handicapées qui se voient attribuer d'autres stigmatisations, pardon. Et nous sommes tout à fait au courant aussi du fait que le ministère de l'Éducation primaire et secondaire du Zimbabwe, eh bien, dispose d'un département, d'une division qui traite des besoins d'éducation spéciaux des filles handicapées et des enfants handicapés, faisant partie intégrante du département des affaires sociales du ministère de l'Éducation. Alors, planche suivante. En ce qui concerne le contexte zimbabwéen, je voulais simplement mettre en exergue que nous avons quelques pièces constitutrices qui sont d'ores et déjà, qui existent d'ores et déjà, législation, politique, réformes qui existent, mais il y a des insuffisances lorsqu'il s'agit de disponibilité de données et d'interventions permettant de réagir aux problématiques et aux besoins des personnes handicapées. Par conséquent, il n'y a pas vraiment de processus disponible aujourd'hui permettant même de recueillir des données sur les personnes handicapées ou sur le handicap en général. Et nous savons également qu'il y a de grandes lacunes entre tout ce qui est politique ou théorique et exécution concrète. Et nous essayons de réduire ces insuffisances en recueillant un peu plus de données. Donc nous avons élaboré un cadre de référence en 2017 en élaborant un petit questionnaire avec quelques questions que nous avons constitué le groupe des enfants handicapés. Nous avons également procédé par échantillonnage pour mieux comprendre aussi les aspects de sexospécificité dans le cadre de handicap, mais en tout cas c'était les filles handicapées qui étaient vraiment les principales bénéficiaires et qui étaient ciblées principalement. Ce que je peux dire sur ce cliché, c'est que nous avons constaté un taux de prévalence de quelque 10% pour l'échantillon dans son ensemble par rapport aux données nationales qui montraient un taux de prévalence de 2%, donc une différence assez importante. C'est une des conclusions très intéressantes que nous avons constatées à ce stade. Et deuxièmement, nous avons posé les mêmes questions aux soignants, aux aides-soignants, concernant des enfants de plus de 12 ans. Donc nous leur avons posé des questions bien spécifiques. Et les taux de prévalence, d'ailleurs, qui étaient cités, étaient justement les mêmes, ce qui est assez intéressant de leur part. Ce qui nous donne un certain niveau de confiance quant à la fiabilité des dites données. À l'examen des données, nous avons également constaté que les catégories qui étaient les plus prévalentes ou communes concernaient surtout les handicaps cognitifs. Donc, lorsque nous posions des questions sur la capacité de concentration des élèves ou sur la capacité de mémoire, de mémorisation, eh bien, tout cela évidemment ayant trait aux fonctions cognitives. Ceci, nous l'avons déjà présenté par le passé, mais c'est pour vous montrer que nous servons de diagramme pour évidemment évaluer et le niveau d'alphabétisation et de numérisation, d'aptitude au calcul, et d'aptitude à la lecture. Et ce sont là des instantanés, des échantillons proposés que nous avons recueillis et nous avons constaté sur cette base que
il y avait vraiment de très faibles performances dans certaines catégories et en aptitude à la lecture et en aptitude au calcul. Et nous avons vu également qu'il y avait des compétences très faibles en matière d'aptitude à la lecture et d'aptitude au calcul, même dans les classes plus du secondaire et dans l'enseignement aussi. Ceci avant la ventilation. Et nous avons donc, nous pouvons dire que nous faisons face vraiment à un grand défi en matière d'aptitude à la lecture, à l'écriture et au calcul. Et nous nous sommes rendus aussi dans les écoles les plus marginalisées, les plus lointaines, pour nous faire une idée de la situation. Et c'est là où le taux de prévalence était le plus élevé. Enfin, surtout dans les écoles qui étaient éloignées, dans les zones rurales, là où nous voulions justement voir les communautés les plus marginalisées et comment celles-ci étaient encadrées, soit dans les écoles, soit d'ailleurs. Alors, pour ce qui est des données ventilées, désagrégées, ventilées, lorsque nous comparons ceci avec l'échantillon général, eh bien, l'on constate que, par exemple, si l'on examine la moyenne pour l'aptitude à la lecture et à l'écriture de 81%, mais les apprenants ayant des handicaps cognitifs sont à 8,1% en deçà de la moyenne, ce qui est significatif comme taux, et pour le calcul, 75% en deçà de la moyenne. Ce sont des conclusions qui sont statistiquement significatives, et en examinant différents éléments de prévision de résultats d'apprentissage, la plus grande variable, la variable la plus importante était le handicap. Tout à fait frappant de constater cela pour nous, puisqu'à partir de ce moment-là, nous pouvions vraiment nous poser la question de savoir comment revoir la théorie du changement et la rendre plus réactive aux besoins qui existent sur le terrain, véritablement. Donc l'handicap cognitif et l'apprentissage étaient vraiment étroitement corrélés, nous nous sommes rendus compte. Cliché suivant. Alors, à partir du moment où nous avons défini un cadre de référence, ensuite il nous fallait savoir quelles données exactement seraient nécessaires pour bien concevoir et mettre sur pied un projet. Grâce à GEC, un certain nombre de boucles de rétroaction existent en matière d'adaptation et de réadaptation, de peaufinage du projet. Et nous nous réunissons trimestriellement pour parler d'un certain nombre de questions concernant les données ou quelles sont les données qui devraient être recueillies qui permettraient d'améliorer le projet. Et puis d'autres boucles de rétroaction lorsque nous avons des évaluations à mi-parcours ou au début ou en fin de parcours. Nous voulons voir ce que nous pouvons faire très précisément pour mieux réagir et mieux adapter nos programmes à ces taux de prévalence élevés que nous avons constatés. Nous avons finalement élaboré 3 catégories de réactions, de riposte en quelque sens. Tout d'abord, à aucun coût ou à titre gratuit, étant le moteur principal, le coût pour avoir une meilleure adaptation. Ensuite, les interventions à coût moyen et à coût élevé. À coût moyen ou intermédiaire, cela veut dire qu'il nous faut travailler dans le cadre de budget, et ce par rapport aux plans qui sont les nôtres, mais tout en veillant à bien répondre aux besoins des enfants handicapés. Et les coûts les plus élevés, c'est là où il y avait des démarches avec un impact de transformation important, surtout lorsque nous voulons encadrer les apprenants handicapés. Tout en bas de ce tableau, j'ai essayé d'illustrer ce que nous avons fait. En termes de contenu, nous avons rendu les programmes plus sensibles au genre. Lorsqu'il s'agissait des enseignants, nous avons fourni des formations, nous les avons conscientisés et nous les avons sensibilisés afin qu'ils puissent eux-mêmes mieux identifier les apprenants ayant ce genre de problème et qui n'était pas nécessairement toujours visible de prime abord. Et toute la question de mémoire ou de concentration,
mémorisation et concentration, nous avons un programme d'alimentation de cantines dans les écoles mené par le gouvernement et celui-ci est justement en complément d'autres ressources fournies dans ces contextes et d'une grande utilité. Nous avons également les programmes de distribution de bicyclettes pour des apprenants qui sont éloignés et ce sont toutes sortes de mécanismes qui permettent aux enseignants, aux instituteurs de mieux distinguer les enfants ou les apprenants ayant ce genre de handicap. Cliché suivant. Ces deux graphiques, tout d'abord, le premier tableau est ici pour montrer le double handicap en quelque sorte pour les personnes handicapées. Il y a les deux boîtes en rouge où on voit justement que les apprenants se sentent en moindre sécurité lorsqu'il s'agit de se rendre à l'école et qu'il y a également un fardeau de corvée à la maison important. Et cela se voit reflété dans l'un des résultats que nous voyons ici, le résultat de transition. Donc lorsqu'il s'agit de transition, et au GEC, nous examinons un certain nombre de variables d'une classe à une autre et de passage du primaire au secondaire. Lorsque nous avons élaboré notre cadre de référence, nous ne nous sommes pas servis, nous n'avions pas d'ailleurs de données historiques pour justement établir des jalons et des repères adéquats. Donc il nous a fallu déjà attendre 2 ans pour mieux comprendre la transition et c'est à partir de ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que les taux étaient tellement, la prévalence était tellement élevée et en fait qu'il y avait une très forte probabilité que les chiffres diminuent peu à peu parce que nous n'avions qu'un instantané au moment donné. Mais donc les mesures de transition concernaient surtout la rétention plutôt que la progression. Les chiffres étaient déjà élevés. Donc le groupe qui nous intéresse le plus, là la transition a connu une baisse de quelques 4%, alors que de manière générale, alors que pour les apprenants handicapés, diminution de 7%. Cela pour montrer à quel point les apprenantes handicapées étaient affectées justement par ces problèmes. Cliché suivant. Ici, nous examinons les résultats de l'apprentissage en général, donc aptitude au calcul, aptitude à la lecture et à l'écriture. Donc le mouvement, enfin la transition depuis la base jusqu'au mi-parcours est intéressant et nous voyons qu'il y a une progression de quelques 0,30% et 0,12%. Donc par rapport aux écarts de base. Nous nous sommes rendus compte aussi que ces gains marginaux pour les apprenants handicapés par rapport aux autres enfants étaient donc assez importants. De toute évidence, et à titre anecdotique, nous n'avons pas vraiment regardé les choses en très grand détail, nous n'avons pas vraiment beaucoup approfondi ce travail parce que c'est un échantillon. Tout simplement. Mais nous commençons à nous rendre compte que ceux qui ont justement des handicaps cognitifs ont vraiment du mal à apprendre et à progresser. Les adaptations auxquelles nous avons procédé nous ont permis de nous rendre compte qu'il y avait encore énormément de travail à abattre et d'investissements nécessaires à ce niveau. Et il semblerait que de bons investissements c'est toujours une bonne idée que de sensibiliser les personnes les uns et les autres et se doter de systèmes de recueil de données robustes, mais il nous faut aussi mieux cibler les activités, les actions et les démarches et mieux les cibler pour recueillir de meilleurs résultats et pour avoir de meilleurs résultats de l'apprentissage en fin de parcours. Quels sont les enseignements que nous avons tirés de manière générale dans l'ensemble avec les données que nous avons maintenant à notre disposition? Après avoir passé au crible toutes ces données, nous nous rendons compte déjà que la disponibilité de données est encore un grand défi. Les données font défaut malheureusement et sont absentes souvent. Même dans le cas du Zimbabwe,
Et le pays est parti au CRPD de 2013 qui a établi une plateforme adéquate pour générer des données, mais il manque quand même beaucoup de données. Et ce sont de données nationales dont je parle lorsqu'il s'agit justement de handicap ou d'enfants handicapés. Et parfois, les recensements se font tous les 10 ans. Et nous n'avons que des données, enfin nous avons très peu de données qui sont recueillies au niveau des recensements. Il y a des recensements aussi tous les 5 ans, mais nous avons appris qu'il est toujours important, lorsque nous menons des analyses de contexte, des analyses contextuelles, etc., de commencer à danser, à jeter des bases nous permettant d'avoir une bonne riposte pour les enfants handicapés, disons, pour mieux les encadrer. Mais à dire vrai, essayer de bien comprendre les handicaps des jeunes. En matière de données, il nous était vraiment difficile de recueillir suffisamment de données sur les handicaps sans non plus être doté de processus déjà élaborés pour encadrer les apprenants. Et nous nous rendons compte qu'il y a encore beaucoup de lacunes, d'insuffisances en matière de financement de la part de donateurs et de bailleurs de fonds. Et il nous faut générer davantage de données pour montrer aussi que les interventions qui ont été fournies ont quand même bel et bien fonctionné et donné de bons résultats. Et donc, nous voulons vraiment essayer de commencer à mieux réagir à ces problématiques. Et nous avons partagé ces données au niveau de différentes plateformes, tout simplement pour sensibiliser différentes instances et différents organismes. Et nous avons également essayé de faire participer d'autres bailleurs, de partenaires de développement, de partenaires de DPO, etc. Nous sommes toujours en train de cibler des données au niveau central pour avoir un corpus de connaissances suffisant nous permettant de saisir les ministères. Mais au niveau local, nous travaillons conjointement avec des organismes pour faire un suivi des écoles et ceux avec les inspecteurs de district pour essayer encore de reprendre, de recueillir des données sur les handicaps. Et en tant que projet concret, nous avons amélioré notre propre processus de suivi et d'évaluation grâce au groupe de Washington et des questionnaires. Donc même si nous avons commencé à collecter des données au niveau des communautés, nous avons quand même de bonnes données maintenant collectées quand il s'agit des enfants handicapés et du handicap en général. Merci. Merci beaucoup. Pour rappel, nous allons prendre des questions par le biais des chats YouTube. Un certain nombre de questions ont déjà été posées par écrit. Continuez à les poser si vous le voulez et nous essaierons d'y répondre à la fin de la réunion. Nous passons au troisième exposé de la journée. Mike Mutungi, vous avez la parole. Choose Life Africa. Désolé, apparemment Mike Mutungi n'est pas en ligne à l'heure actuelle, n'est pas connecté. Donc je propose, car nous avons déjà un petit peu de retard, je proposerai... Ah, pardon. Bonjour, bonsoir. Bon, c'est le soir au Kenya. J'espère que vous passez un bon moment, que vous avez passé une bonne journée. Nous partageons notre aventure d'apprentissage quant à l'inclusion sociale. C'est un programme kényan dans 3 comtés au Kenya. Cliché suivant, s'il vous plaît. Alors. Nous voulons raconter ici l'histoire de Rachel.
Rachel, étudiante de 3e année à Bishop Lawi Matthew, l'école de Bishop Lawi, est orpheline et malvoyante. Rachel a lutté dans le système éducatif classique. Elle a finalement abandonné ses études parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas être à la hauteur. Fort heureusement, elle a pu rejoindre le système Bliss, une des écoles soutenues par le projet du JGEC. Nous avons perdu l'intervenant apparemment. Nous avons perdu l'intervenant. Je voudrais demander aux autres qui sont sur le WebEx de se mettre en sourdine, d'éteindre leur micro. Et est-ce que vous voulez bien reprendre la parole, s'il vous plaît? Vous voulez bien continuer? Est-ce que Mike est en ligne? Apparemment, nous l'avons perdu. Est-ce que vous m'entendez? Par moment, oui, mais mal. Mike? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous avons perdu pendant quelques instants. Veuillez continuer, s'il vous plaît. Malheureusement, nous ne vous entendons plus, Mike. Il va falloir que nous passions à la discussion pour le moment. Ian Hatfield a proposé de couvrir le sujet. Peut-être que nous pourrions lui donner la parole. Ian Hatfield, êtes-vous là? Pouvez-vous peut-être prendre la parole? Est-ce que vous nous entendez? Très bien. Je vais vous relater le récit de Rachel. Mike, allez-y.
Désolé, nous avons des difficultés techniques. Ian, Mike ne peut pas nous entendre. Donc, Ian, si vous voulez bien faire l'exposé pour lui. Nous avons toutes sortes de problèmes techniques. Allez-y, Ian. Oui, très bien. Mike, désolé d'avoir des problèmes, de ces problèmes. Nous avons le récit de Rachel à l'écran, ce qui vous montre bien la progression de cette élève qui a eu des difficultés en raison, puisqu'elle est malvoyante, le programme est intervenu, sensibilisation près de l'école, et ceci a permis cette transition pour revenir à l'école, et c'est un récit qui est reproduit dans 19 autres écoles qui sont appuyées au Kenya. Diapositive suivante. Alors, comme pour les autres programmes, je vous l'ai dit, comme on l'a dit au Zimbabwe, ce n'était pas dans la conception au départ de ce programme. Vous voyez donc les trois comtés, 10 000 filles marginalisées dans 60 écoles. Les données ventilées indiquent un grand nombre d'orphelins, d'orphelines, de jeunes femmes, mères de famille vivant dans la pauvreté, mais ce n'était pas un critère de handicap particulier qui avait été prévu. Diapositive suivante. Ainsi, les conclusions de base sur le handicap à partir de l'enquête ont relevé ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, une prévalence de handicap de 3,8%. Et ceci à partir du groupe de Washington où les handicaps étaient suffisamment graves pour produire des difficultés de fonctionnement. Diapositive suivante. Vous voyez ici la ventilation des données de base avec un taux élevé d'orphelins orphelines au Kenya, des orphelins célibataires, pas tant de mères célibataires, mais pauvreté grave et différentes langues pratiquées au foyer, différentes ces langues de l'éducation. Ceci a été identifié dans le projet pour qu'il y ait adaptation pour appuyer ces différents handicaps. À partir des recommandations de base, il a fallu demander une participation active aux apprenants handicapés, en particulier les filles. Ensuite, évaluation de l'EARC pour éclairer les interventions appropriées, c'est-à-dire les installations disponibles pour appuyer ces interventions, et également un suivi intentionnel de l'apprentissage et de la transition pour les apprenantes handicapées alors qu'elles passent de classe en classe dans les écoles. Diapositive suivante. Pour en revenir maintenant à la réponse organisationnelle à la lumière des données, tout d'abord, apprendre à partir des organisations partenaires du GEC pour ce projet, ce qui incluait les études sur les handicaps. Ensuite, une analyse situationnelle approfondie sur le continuum et le degré de gravité du handicap dans les écoles
et combien ces derniers peuvent être appuyés dans la réalité dans certaines de ces écoles. Ensuite, voir quels sont les handicaps communs dans les 3 régions, tout à fait différentes les unes des autres, au nord du Kenya, d'autres autour de Nairobi, donc en banlieue, et qui peut être appuyé une fois que l'évaluation a été réalisée, qui pourra être appuyé au niveau des ressources de l'éducation. C'était donc là la démarche adoptée qui est appuyée par les experts des handicaps, en particulier pour les filles. Diapositive suivante. Pour les réponses de programmation à la lumière des données, tout d'abord une sensibilisation des enfants aux autres enfants. Comment appuyer les enfants handicapés, formation des enseignants, c'est-à-dire comment réagir et appuyer les enfants handicapés. Plusieurs écoles ont apporté des modifications structurelles, c'est-à-dire l'adaptation par exemple des toilettes ou encore des rampes pour avoir accès et donc faciliter la mobilité. D'autres ont des comités sur les questions de genre et d'inclusion pour voir comment l'on peut appuyer les handicapés et ceux dans la communauté dans son ensemble. Diapositive suivante. Et ce processus n'a pas été aussi simple que cela. Il y a eu plusieurs difficultés. L'on voit des obstacles en termes de comportement envers les apprenants handicapés, c'est-à-dire des enfants qui sont issus de la sorcellerie et autres. Les infrastructures ne tiennent pas compte des handicapés pour leur donner accès. Ensuite, les transports pour venir à l'école ne sont pas adaptés. Manque de confiance, des capacités de la part des enseignants pour appuyer les enfants handicapés et les écoles n'ont pas les ressources ni les connaissances pour la mise en œuvre d'une éducation inclusive. Et l'on voit également qu'il faut davantage de temps, d'engagement, de patience pour ces groupes, c'est-à-dire pour les enfants handicapés qui n'iront pas forcément au même rythme que les autres enfants, même s'ils sont appuyés. Et donc, il faut remplir les déficits. Et bien sûr, les différences sont grandes entre les enfants, même handicapés. Diapositive suivante. Et dans l'ensemble, les réalisations depuis 2 ou 3 ans, tout d'abord, à partir de l'évaluation des parties prenantes, il y a eu une formation des enseignants, tout particulièrement pour l'inclusion. Ensuite, une cartographie des apprenants handicapés qui ont été identifiés, des modifications d'infrastructures à la suite de l'audit en la matière. Les comités se sont penchés sur l'inclusion dans les écoles et donc pour modifier les attitudes, les comportements. Et certains enfants ont été accompagnés pour passer de l'éducation classique à une éducation professionnelle. Merci. Et en 2 mots, comment ces voies ou ces facteurs ont contribué à la réussite? L'on a pris une démarche en séquence. C'est ce que vous avez vu dans l'exposé de Lorraine, c'est-à-dire se concentrer sur l'identification des obstacles par rapport à l'inclusion pour donner un environnement propice. Ensuite, les institutions, les obstacles qu'on voit dans les institutions, des comités mis en place dans les écoles pour voir comment on peut superviser les programmes pour les personnes handicapées. Et enfin,
cibler la participation égale des apprenants handicapés dans l'apprentissage classique, ce qui était l'avantage de tous, avec un appui pour ceux qui ont des difficultés particulières lorsque nécessaire. C'est une démarche qui a été adoptée et qui reprend les différents projets de transition que nous avons en Afrique et en Asie. Et je crois que c'était là la dernière diapositive, n'est-ce pas? Voilà, merci. Et désolé que notre équipe, Mike et son équipe, n'ont pu présenter cet exposé. Difficulté technique, je vous repasse la parole. Merci, Ian. Merci d'avoir repris cet exposé. Encore une fois, toutes nos excuses de n'avoir pas pu écouter et voir Mike et ses collègues. Ce que je vous propose, étant donné les problèmes techniques, nous avons dépassé notre plage de temps. Pour ceux d'entre vous qui peuvent rester un petit peu plus longtemps, nous dépasserons de 10 minutes notre plage. Nous avons maintenant 3 intervenants, Frank, M. Mons et Ian. Et envoyez-nous, s'il vous plaît, vos questions et nous donnerons des réponses de moins de 3 minutes. Franck, êtes-vous en ligne? On va passer à Franck tout d'abord. Pardon, Fred, non pas Franck. Fred, êtes-vous en ligne? Pourriez-vous répondre à la première question? Allô? Allez-y, Fred. Eh bien, merci. De Nairobi, bonsoir. J'espère que j'aurai plus de chance que mes collègues tout à l'heure. J'ai bien écouté les 3 exposés et ce qui est clair maintenant, c'est l'importance de données sur les handicaps. Et si les 2 exposés, tout particulièrement du Zimbabwe et du Kenya, se sont portés sur des projets spécifiques qui ont tiré parti des informations qui sont disponibles, je souhaitais parler de l'expérience kenyane dans son ensemble. Et je dois dire que Daniel nous en parlera tout à l'heure, parce que je crois qu'il est expert en la matière, c'est-à-dire les données qui s'appliquent à la situation kenyane. Au Kenya, nous avons des informations, tout particulièrement quantitatives, sur le nombre d'élèves à l'école ou le nombre d'enfants qui sont déscolarisés. Et nous savons que ceci ne donne pas un tableau complet si l'on ne parle que des données quantitatives. Et même ces dernières, parfois, la façon dont elles sont recueillies, ces données quantitatives, la démarche dont on se sert, ne donne pas tout à fait les détails. Et c'est pourquoi j'abonde dans le sens de Daniel, parce qu'il a dit, lui, d'ores et déjà, qu'il est très important d'avoir des données qualitatives, car ce n'est qu'à ce moment-là que l'on a le bon tableau des informations nécessaires, tout particulièrement lorsque l'on parle des questions de handicap et tout particulièrement appuyé sur les données qui sont à notre disposition. Le Kenya, récemment, a procédé à un recensement et pour la première fois, nous nous servons donc des questions du groupe de Washington qui ont été modifiées, bien sûr, pour correspondre au recensement et nous attendons avec beaucoup d'impatience ce que cela va donner.
Mais pour le ministère de l'Éducation, nous avons essayé d'élargir le système d'information sur l'éducation, car ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons en mesure d'inclure dans nos plans et dans nos interventions des éléments spécifiques qui répondent aux questions de handicap dans le système éducatif. Merci Fred. Passons maintenant à Dan. Vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bien. Merci de m'avoir invité. Je vais m'en tenir à 3 minutes. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Lorraine nous a dit quant à la gamme des difficultés. Il faut savoir où est le seuil pour les handicaps, par exemple, dans les questions de Washington, mais c'est toute la gamme qu'il nous faut examiner, tout particulièrement dans des contextes et des environnements. Certains ont quelques difficultés dans certains domaines, avec certains obstacles. C'est ça l'inclusion, c'est-à-dire de prendre tous ceux qui ont des difficultés là où ils se trouvent. Les données quantitatives nous donnent effectivement quels sont les résultats, quels sont les besoins, mais ceci nous donnera également une idée de la situation, du pourquoi et comment cette dynamique se développe. Deux autres choses importantes. Tout d'abord, l'ensemble de Washington, du groupe de Washington, c'est un bon outil, mais qui n'identifie pas les handicaps, par exemple, des enfants de moins de 5 ans, de plus de 5 ans, et c'est pourquoi la fonction enfant a été développée. Si ces questions sont utilisées, il va falloir en tenir compte dans l'analyse, et la fonctionnalité doit également être utilisée. Et dernière chose, l'importance de la collecte de données avec un objectif particulier de cette collecte. L'ensemble de questions du groupe de Washington et le module temps sont bons pour la prévalence, c'est-à-dire les schémas de prévalence, et mesurer l'exclusion en ventilant les mesures de résultats. Et donc, c'est également un triage, également la réception de la prestation des services. Et vous avez vu des projets où on se sert des questions de Washington pour la réception des enfants et on peut suivre les enfants qui sont dans le système et les femmes, par exemple, qui sont handicapées ne reçoivent pas les mêmes services que les hommes handicapés. Et la fonction enfants à Fidji, par exemple, dans le système d'information sur l'éducation de Fidji, est un très bon exemple quant à la question de handicap qui est utilisée pour envoyer les enfants, les aiguiller vers des services. Et donc, on identifie dans le groupe de Washington les handicapés, mais ça ne suffit pas, comme Lorraine l'a dit, pour faire le diagnostic des handicaps, ni déterminer l'éligibilité pour les programmes, ni non plus suffisamment de détails pour la conception de services. Pour mon projet qui offre par exemple des lunettes, il ne suffit pas de demander aux élèves s'ils voient suffisamment bien ou pas. Donc le pourquoi de cette collecte de données, c'est une question qu'il faut se poser et il convient également d'avoir des outils de collecte de données alignés, et évidemment par rapport à un objectif commun. Mais je pourrais parler encore beaucoup plus longtemps là-dessus, mais je voulais m'en tenir aux 3 minutes de temps de parole. Merci beaucoup pour ces questions très intéressantes et d'avoir respecté le temps de parole de 3 minutes. Ian, est-ce que vous voulez rebondir avec vos propres éléments de réponse? Merci beaucoup Fred et Dan. Et j'ai déjà évidemment pris la parole, mais de prime abord, nous représentons le défi et nous sommes vraiment très satisfaits des progrès enregistrés depuis les 2 dernières années, parce que notre gouvernement nous a lancé ce défi que d'accélérer, de renforcer les efforts, et il est vraiment bon de voir tant de personnes maintenant autour de la table qui
qui assume cette initiative. Et donc, nous voyons différents intervenants et les objectifs que nous avons en commun, qui sont partagés aujourd'hui, cette espèce de théorie du changement. C'est exactement ce dont on a besoin. Et on a besoin, évidemment, de bonnes données pour reconnaître mieux les enfants handicapés, filles et garçons, en les ventilant, et quels sont les véritables handicaps en matière d'apprentissage. C'est une première étape. Ensuite, on peut aller un peu plus loin, comment constituer des organisations, comment sensibiliser, communiquer, et comment aussi se doter de mécanismes et de programmes qui peuvent être bien faits de tous les enfants, mais en tant qu'individu, pas seulement en tant que groupe. Dans les exposés, le premier exposé de Lorraine, nous avons eu un certain nombre d'informations très intéressantes sur les ensembles de données, avec des questions et évidemment avec des seuils plus éloignés, plus élargis. On parle de volume de personnes avec des handicaps invisibles où il y a un manque de visibilité. Et c'est là justement où ce genre d'approche peut faire toute la différence maintenant. Les propos que nous n'avons pas vraiment examinés jusqu'ici, et je crois que là, c'est une question importante, quel serait l'impact sur les gouvernements et les systèmes nationaux d'éducation inclusive? Parce que le fait que les décisionnaires au niveau national doivent justement, comme au Kenya, prendre certaines décisions en disant voici les données, voici les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'investir dans ces cohortes ou dans tel ou tel district, affecter telle ressource à tel centre et se doter de centres d'excellence à partir de ce moment-là où nous pouvons aiguiller les enfants, faire un suivi quant aux équipements à fournir pour des salles de classe et pour que les enfants puissent s'adapter, mais qu'il y ait des processus d'examen adéquats aussi pour vraiment bien comprendre les attentes qui existent. Et il m'a semblé que l'exposé du Zimbabwe était assez intéressant. On voyait un niveau significativement plus bas par rapport à la référence d'apprentissage pour les filles qui avaient justement des problèmes et des handicaps cognitifs tels que malentendantes ou malvoyantes, mais les données sont bel et bien la première étape et maintenant nous nous réjouissons d'avoir de futurs engagements plus approfondis et nous voulons fournir justement un appui bien plus spécifique et spécialisé aux différents pays, mais par rapport à tout le portefeuille de projets déjà existants et ce qui peut être fourni par les gouvernements nationaux dans les pays où nous travaillons. J'arrête là. Et nous avons hâte de répondre aux questions et réponses qui sont déjà transmises. Merci beaucoup à tous les intervenants de ces réponses très intéressantes. Peut-être que nous pourrions, pour lancer la discussion, disons, à venir, je vais demander aux conférenciers de répondre à certaines des questions posées par Ian sur la manière dont les projets du GEC peuvent être des projets partagés avec les gouvernements nationaux et les projets GEC spécifiques, comment évoluent-ils au sein des systèmes éducatifs nationaux et quelles sont les modalités prévues pour les enfants handicapés dans les pays à revenus intermédiaires. Quelles sont les interactions avec les gouvernements nationaux, entre le GEC et les gouvernements, et les systèmes éducatifs déjà existants, et selon évidemment les appellations dans les différents pays? Je crois que l'un des aspects où nous espérons justement travailler de concert avec d'autres parties prenantes, c'est surtout en matière de données probantes en faveur de plaidoyer. Et dans certains exposés, on y fait allusion. L'invisibilité de l'handicap est problème jusqu'ici, est un grand problème. Et donc, le fait de saisir les gouvernements en fournissant des idées, pour leur donner des idées, tout cela a eu un impact quelque peu limité, n'a pas vraiment bien réussi par le passé, parce que la demande n'existe pas déjà à la base. Dans de nombreux projets GEC, nous voulons évidemment travailler avec des ministères de l'éducation qui sont vraiment réactifs, comme nous avons pu le faire au Kenya. Mais ce n'est pas le cas partout. Et peut-être que nous pouvons nous baser maintenant sur quelques expériences positives. Maintenant, nous pouvons nous tourner peut-être vers d'autres gouvernements nationaux pour savoir où affecter les ressources mieux,
comment mieux comprendre aussi ce qui fonctionne et moins quand il s'agit d'améliorer les résultats de l'éducation, les résultats de l'apprentissage, surtout lorsqu'il y a ces populations marginalisées. Nous sommes vraiment à un tout début, au premier balbutiement d'un itinéraire qui sera certainement long. Nous avons eu des liens avec différents ministères de l'éducation dans différents pays et des travaux où nous avons pu vraiment quand même avancer de concert, mais nous sommes quand même au tout début de l'aventure du voyage. Oui, merci. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir ou réagir aux propos de Fred et de Dan quant aux données qualitatives, le fait d'avoir recours à des données qualitatives et donc quantitatives pour mieux comprendre les pourquoi de la chose, les pourquoi des situations? Pourquoi telle ou telle situation prévale-t-elle au Zimbabwe, dans le contexte du Zimbabwe? Est-ce que vous pourriez réagir par rapport à ça? Merci, merci beaucoup. Je voulais ajouter qu'en effet, dans le cadre du GEC et des programmes menés par le GEC, c'est une condition que toutes les modalités de collecte de données se basent sur l'approche convenue mixte. Il y a un certain nombre de projets où les données existent et sont partagées, disons, et toute l'idée est de surtout bien gérer la question de la qualité, mais de se doter d'une démarche standardisée avec des conditions à minima de l'utilisation de ces données. Mais le grand défi qui se présente toujours à nous, c'est quand on recueille des données, il y a les résultats que nous pouvons quantifier plus facilement, mais lorsque nous voulons connaître des données, enfin, nous renseigner sur des questions plus qualitatives par rapport à différentes thématiques, c'est difficile. Je suis d'accord avec les intervenants, évidemment, leurs propos selon lesquels il convient de se doter de données qualitatives, de trouver des données qualitatives. Une question a été posée sur l'EGRA et l'EGMA pour les résultats de l'apprentissage. Les deux systèmes sont-ils alignés? Les regroupements d'écoles, les regroupements de certaines écoles vers le plus bas de l'échelle, et si tel est le cas, comment est-ce que l'on peut gérer cette situation? Lorraine, est-ce que vous pourriez peut-être intervenir sur cette question ou donner des détails, des réponses? Je peux y essayer aussi. Oui, alors, il y a un processus rigoureux qui a été adopté. D'abord, avant de mener quelque étude que ce soit, nous avons un processus d'étalonnage où nous avons un échantillonnage représentatif des filles, soit dans la région où nous allons travailler, ou dans le district. Donc c'est un échantillon de quelques 100 filles. Et là, nous gérons le EGRA et le EGMA, et le processus d'étalonnage nous aide à tenir compte de deux dimensions. D'abord, à veiller à ce que les différentes classes demeurent les mêmes au fil du temps, et donc les niveaux d'éducation, et surtout éviter d'avoir une courbe d'apprentissage qui soit biaisée vers le haut et où il y a aussi trop de zéros. Donc nous voulons mieux gérer cela, mais parfois, de la classe 3 à la classe 5, grade 3 à grade 5, et ensuite grade 5 à grade 7, on commence à ajouter des tâches d'ordre plus élevé. Cela rend évidemment la chose plus difficile à gérer. Chemin faisant. Merci. Quelques questions concernant les groupes d'âge, les tranches d'âge et le recours au questionnaire du groupe de Washington ou des questions du groupe de Washington pour différents groupes d'enfants, différents handicaps et la possibilité de préciser tel handicap et tel autre. Lorraine, avez-vous une réponse générale ou une réponse d'ensemble? D'abord, préciser quelles sont les tranches d'âge, quels sont les groupes d'âge, se retrouver les filles, enfin, et par rapport auxquelles vous aviez collecté les données, auprès desquelles vous avez collecté les données, et si vous avez des réactions quant aux petits questionnaires ou aux questions élaborées par le groupe de Washington. Oui. Quelques éléments, pour ma part.
Quant aux cohortes et aux tranches d'âge, en général, de 12 ans à 18 ans, à peu près, 12 à 18 ans, mais il y a aussi, et surtout avec le programme de ne laisser aucune fille à la traîne ou pour compte, LNG, on avait aussi quand même des tranches d'âge au-delà de 18 ans, de plus de 18 ans qui étaient examinées, qui étaient considérées, mais de manière générale de 10 à 12, de 12 à 18 ans. Et les jeux de questions du groupe de Washington parfois étaient utilisés par souci de praticité. Et dans le cadre du deuxième programme LNGB, nous nous sommes servis de questions générées dans les pays, parce que nous savons que ce sont ces questions qui seront quand même plus à même de distinguer les difficultés précises dans les différentes catégories d'âge pour les enfants, et spécifiquement dans ces échantillons. Il était pratique pour nous de nous servir du petit jeu de questions groupe de Washington, ce que nous ne voulions pas nécessairement pas faire au départ, mais nous n'avions qu'une fenêtre de tir très limitée lorsqu'il s'agissait des programmes de l'éducation des filles. La méthodologie avait d'ores et déjà été établie par rapport aux enquêtes auprès des ménages et auprès des écoles. Donc, lorsque dans le cadre de recensement, nous voulons reconcevoir, redésigner, refaire les choses, on a vraiment très peu de temps pour rendre ces questionnaires utiles et gérables, disons, et vraiment concrétisables, disons. À minima, est-ce que nous pouvons au moins poser les questions du groupe de Washington, c'est-à-dire les 6 questions fondamentales. Ce n'est pas idéal, c'est certain, mais on se disait que comme la majorité des filles se trouvaient entre l'âge de 12 et 18 ans, qu'il y avait des handicaps cognitifs, et parfois que nous serions peut-être plus à même de répondre aux questions du groupe de Washington de façon plus fiable, du moins. Nous avons quand même stipulé à l'époque que pour les filles, par le biais de programme T du GEC, que moins de 50% de l'échantillon avait moins de 12 ans. Dans ces cas-là, on pouvait se servir d'autres modalités de questionnaire, mais c'était assez rare. Donc la plupart des programmes se servaient, la plupart des programmes GECT avaient recours au jeu de questions de Washington, le jeu de 6 questions, l'ensemble de 6 questions. Et nous nous sommes rendus compte qu'avec différentes approches, il y avait des difficultés qui survenaient parce que nous allions trop loin. Et plus nous avons des données chemin faisant, plus nous avons de visibilité, surtout nous pouvons ensuite mieux préciser les questions et cela nous donnera peu à peu une image plus précise, un tableau plus précis. Mais c'est un processus de long parcours, de longue haleine. Comme le disait Cameron, c'est vraiment dommage qu'à partir de 2013, c'est à partir de ce moment-là qu'un certain nombre de filles qui arrivaient dans le système d'éducation, dans les dernières classes du groupe d'éducation primaire, la capacité d'identifier les handicaps était un peu difficile, mais nous avions eu ces programmes GEC déjà depuis quelque temps. Il a fallu ensuite accélérer l'effort pour plus se concentrer sur les handicaps précis dans la période 2017-2018. Au Zimbabwe, dans le cadre d'un projet, il y avait eu des réactions assez semblables. Quand on posait des questions quant au handicap directement aux filles ou aux aides-soignants, ce n'était pas toujours le cas dans d'autres projets où l'on pouvait justement constater des variabilités assez importantes. Mais Dan, je crois, serait sans doute d'accord avec moi, et l'a mentionné d'ailleurs, voilà, que sont autant de défis lorsqu'on essaye de comparer les taux de prévalence entre différentes zones géographiques et différentes questions qui sont posées à différentes parties prenantes. Ça devient très complexe, et aussi les perceptions des uns et des autres, ou la compréhension que l'on a de la situation. Là, d'un projet à un autre, il y a énormément de variabilité. Et il est certain qu'il y a des taux bien plus élevés, ou de problèmes, et de handicap dans des domaines, enfin dans le domaine de la santé mentale, la dépression, l'anxiété et autres problèmes de maladies mentales ou d'autres
problèmes ou des enfants qui souffrent de syndrome de traumatisme post-conflit ou dans le cadre de conflits. Toutes ces maladies mentales ou enfin syndromes, disons, nécessitent aussi des démarches bien spécifiques et peut-être qu'une éducation inclusive, évidemment dans le cadre d'une éducation inclusive. Merci. Nous avons un certain nombre d'autres questions que nous ne pourrons pas gérer maintenant, malheureusement, auxquelles nous ne pourrons pas répondre tout de suite. Peut-être une seule encore avant de clore la session. Alors, je vais peut-être demander à Lorraine de répondre à cette question. Des questions qui concernent les adaptations pour des apprenants individuels ou apprenantes individuelles. Toute une gamme de possibilités avait été utilisée dans les programmes pour traiter de l'inclusion, améliorer l'inclusion de ces dites populations et la mesure dans laquelle celles-ci ont bel et bien été incluses. Les stratégies spécifiques pour des personnes et des enfants et des besoins spécifiques ou avec des besoins spécifiques. Comment est-ce que les projets ont-ils encadré ces enfants? Ou est-ce qu'on a pu donner des outils spécifiques pour des apprenants individuels ou apprenantes individuelles? Oui, c'est une bonne question. Ce qui s'est passé dans le cadre de la ventilation des données par le passé, nous n'avions pas vraiment tenu compte nous n'avons pas tenu compte des filles handicapées dans les cohortes. D'un seul coup, il a commencé à falloir réfléchir, il a fallu que l'on réfléchisse à des interventions plus précises qui auraient des chances de réussite. Et je crois que dans l'exposé de Mike et d'autres, cela a été évoqué. Il y avait des limitations par rapport à ce qui était possible de faire au départ, surtout pour l'éducation des filles. Il a fallu faire preuve de créativité, surtout dans les approches, mais nous avons toujours essayé au GEC de nous concentrer sur les barrières et les obstacles et pas nécessairement sur ce que l'on appellerait handicap. Donc le système éducatif, pédagogique, lui-même, les enseignants, les instituteurs, le cursus d'études, le programme d'études, curriculum, etc. Pour tous les enfants avec handicap, eh bien là, dans ce cadre-là, nous avons essayé d'encourager des programmes qui, autant que faire se peut, réfléchissent au contexte institutionnels et aux obstacles institutionnels qui pourraient survenir et qui pourraient être à surmonter et sans nécessairement devoir se concentrer sur des enfants d'un point de vue individuel. Donc, à partir du moment évidemment où cela est assez généralisé, on se demande ensuite ce qui se passe avec des enfants qui ont des handicaps tout à fait différents et une année plus tard. Et par exemple, ou aussi pour les enseignants qui ne peuvent plus gérer. Donc, on essaye d'encourager les uns et les autres de réfléchir du point de vue d'obstacles et non pas d'handicap, disons. Mais dans certains cas, on a pu bien approfondir les questions, surtout en examinant de plus près les défis spécifiques que connaissent certains groupes de filles ou certaines filles handicapées et où on a pu justement peaufiner les approches et les programmes grâce à des moyens technologiques et pour des groupes spécifiques de filles après l'école ou dans les activités périscolaires, passer plus de temps avec ces filles et voir quels seraient les matériaux pédagogiques ou d'examen adaptés par rapport aux handicaps des unes et des autres pour rendre les examens plus accessibles à ces mêmes filles. Et que des liens soient établis, par exemple, par rapport à ce que l'on voit au Kenya, avec le centre de ressources, ce qui est identifié projet par projet, qu'il y a une espèce de processus de renvoi ou de référence, d'aiguillonnage des filles. Donc il ne s'agit pas seulement de fournir différents mécanismes, mais de créer des réseaux et des liens entre différentes parties prenantes. Et souvent, de nombreuses filles différentes peuvent avoir accès à ces services, mais il convient de constituer une certaine demande pour que, par conséquent, l'offre augmente. La demande doit d'ores et déjà exister et doit être augmentée. Mais à l'heure actuelle, nous arrivons à mi-parcours et nous pouvons, comme on l'a déjà dit pour le Zimbabwe, examiner ce qui a été fait en complément
Et est-ce qu'il faut peut-être maintenant rentrer dans de plus menus détails? Ce seront des questions très intéressantes qui seront à examiner à l'avenir. Merci. Merci Lorraine. Malheureusement, nous avons dépassé le temps imparti et nous allons conclure. Je vous remercie tous d'avoir fait vos exposés, de nous avoir rejoints. Je remercie tous les participants qui sont en ligne. Merci mille fois de votre patience étant donné les problèmes techniques. Merci aux interprètes et également aux sous-titreurs qui nous ont fait les sous-titres. Très bien, on a parlé des questions du groupe de Washington. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent avoir davantage de renseignements, comment on peut s'en servir, nous allons par la suite vous envoyer des détails des webinaires précédents, les ressources pour savoir comment ceci fonctionne. Et c'est là une ressource pratique intéressante pour voir quelles sont les difficultés pour les filles dans l'éducation et dans les projets. Certes, il y a des limites, d'autres questions peuvent être utilisées, mais ce serait utile pour vous faire une ventilation des données. Les projets ont bien souligné la façon dont ces données ventilées nous permettent d'avoir un meilleur tableau pour la première fois quant à la prévalence des handicaps, des besoins des enfants handicapés et souligne également combien il nous reste à faire pour pouvoir réellement remplir tous les besoins de ces apprenants handicapés. Néanmoins, nous sommes ravis de voir que ces projets se servent de ces données et que ces données permettent d'avoir une meilleure image des handicaps et de l'inclusion. Merci. Encore une fois, nous vous enverrons toutes les ressources à la suite de ce webinaire. Merci encore une fois. Au revoir.